Depuis plus de 25 ans, Jeff Bezos bouleverse quasiment tous les aspects de notre vie. Once you start connecting the dots, you see that Amazon is building all of the invisible infrastructure for our futures. En 1997, Amazon perd de l'argent. En 2001 aussi. Pendant plus d'une décennie, quasiment aucun bénéfice. The company's never made a profit. That's right. Now, why? How does that? Why? Seems like a new math, doesn't it? Aujourd'hui, sa valeur dépasse 2000 milliards de dollars. Amazon est devenue l'une des entreprises les plus puissantes au monde. Elle est partout, dans nos achats, dans nos données, dans le cloud et même dans l'espace. C'est une révolution, une transformation profonde de notre façon de consommer. Another great Prime Day. We've never seen anything like a company that is so integrated into the fabric of existence. So, at a certain point, it becomes unavoidable. Et ce n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un cerveau humain avec des mécanismes mentaux bien particuliers. Et si le véritable génie de Jeff Bezos n'était pas technologique, mais psychologique. Et si Amazon n'était que la conséquence d'un système de pensée invisible. C'est ce que nous allons explorer ensemble parce que derrière les réussites les plus spectaculaires se cachent souvent des modèles mentaux très puissants. Des modèles qui peuvent nous inspirer et nous aider à relever nos propres défis. Been asked thousands of times, when will Amazon.com be profitable? We've always declined to answer the question. Cette vidéo ne parle pas d'Amazon, elle parle d'un cerveau qui a rendu Amazon possible. Celui qui a révolutionné le e-commerce et l'expérience client. Celui dont les lettres aux actionnaires sont aujourd'hui analysées par des experts en communication et en leadership. Celui qui a été à la fois l'homme le plus riche du monde et le pire patron. Visionnaire, exigeant, obsessionnel. What? I mean, you can afford a better desk than that. It's a symbol of spending money on things that matter to customers and not spending money on things that don't. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans la tête de cet entrepreneur hors norme et de décoder les 7 principes mentaux que Jeff Bezos a appliqués toute sa carrière, 7 règles du jeu directement actionnables dans votre vie de tous les jours. Vous allez voir comment la vision du jour 1, la minimisation des regrets ou l'horloge des 10 000 ans a contribué à bâtir l'empire Amazon et à tracer le chemin qui mène d'une simple librairie en ligne à la conquête de l'espace. C'est parti pour la masterclass dans le cerveau de Jeff Bezos. So think about this. Big things start small. Jeff n'est pas devenu Jeff Bezos par hasard. Il se construit très tôt autour d'une passion, résoudre des problèmes. Et c'est ce qui va l'amener, 30 ans plus tard, à prendre une décision que la majorité des gens n'auraient jamais prise. Mais pour comprendre ça, on va rembobiner un petit peu. Nous sommes en 1964, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Jeff naît le 12 janvier sous le nom de Jeff Preston Jorgensen. Sa mère, Jacqueline Giles, a 17 ans. Son père biologique quitte la famille peu après. Ils perdent alors totalement contact. C'est même par un journaliste qu'il découvre en 2012 que son fils est en fait le fondateur d'Amazon. Et il décédera sans jamais l'avoir revu. Celui qui va vraiment occuper la place de père auprès de Jeff, c'est Miguel Bezos, un ingénieur cubain qui l'adopte et l'élève comme son propre fils. Dès l'enfance, ses parents remarquent qu'il est différent. Il est curieux, inventif, passionné par la science et méthodique. Ses passe-temps favoris, inventer, expérimenter, construire et surtout résoudre des problèmes. Son premier mentor, c'est son grand-père. Chaque été, Jeff passe des semaines entières dans le ranch familial au Texas et là-bas, si quelque chose casse, on ne sort pas sa carte bleue, on répare. So, you learn different things on a ranch than you would learn, growing up in a city. So self-reliance. Yeah, like figuring out that you can solve problems with enough persistence and ingenuity. And my grandfather bought a D6 bulldozer, which is a big bulldozer, and he got it for like $5,000 because it was completely broken down. It was like a 1955 Caterpillar D6 bulldozer. Knew it would have cost, I don't know, more than $100,000. And we spent an entire summer repairing that bulldozer. Jeff apprend une première leçon fondamentale. Un problème n'est pas une fatalité, c'est un puzzle. Et plus il est complexe, plus il est intéressant. Le garage familial devient alors son atelier et les inventions du petit Jeff pleuvent. Un ferme-porte automatique avec de vieux pneus,
un four solaire avec un parapluie et un plat en alu, des systèmes d'alarme pour piéger son frère et sa sœur. Donc on voit un schéma qui se dessine, problème, idée, solution. À l'école élémentaire, il accède à un ordinateur grâce à un programme pour enfants surdoués. Dans les années 70, c'est rarissime. Il apprend la programmation avant la plupart de ses camarades et au lycée, il va encore plus loin. Il crée un jeu inspiré de Star Trek qu'il vend pour quelques dollars. Car Jeff a une autre passion qui brûle au fond de lui, l'espace. Il dira plus tard: j'avais 5 ans lorsque j'ai regardé Apollo 11 à la télévision et cela a largement contribué à nourrir ma passion pour les sciences, l'ingénierie et l'exploration. Fan inconditionnel de Star Trek, il réalisera un de ses rêves des années plus tard, en 2016, puisqu'il fera une apparition éclair dans Star Trek Beyond où il joue un extraterrestre. For years, I have been begging Paramount, which is owned by Viacom, to let me be in a Star Trek movie. And I was very persistent. And you can imagine, the poor director who got the call, you have to let Jeff Bezos be in your Star Trek movie. Après le lycée, Jeff entre à la prestigieuse université de Princeton. Il veut être physicien. But I really was determined to be a theoretical physicist. That's why I went to Princeton in the first place. It was definitely... And then I realized I was going to be a mediocre theoretical physicist. And there were a few people in my classes, like in quantum mechanics and so on, who they could effortlessly do things that were so difficult for me. And I realized, there are 1,000 ways to be smart. Prenant conscience que sa zone de génie est ailleurs, il se réoriente vers un domaine où il excelle et décroche un diplôme en informatique et génie électrique. À la fin des années 80, Wall Street est en pleine mutation, la finance devient technologique. Les banques recrutent des profils capables de coder, modéliser, optimiser. Et Jeff a le profil parfait. Il enchaîne quelques postes, puis rejoint le fonds d'investissement D.E. Shaw, où il devient le plus jeune vice-président. C'est là que David Shaw lui demande d'étudier un phénomène encore marginal, Internet. À l'époque, Internet est encore à ses débuts, peu de foyers y ont accès, le web est lent, chaotique, mais ce que Jeff découvre va alors bouleverser sa vie et celle de millions de personnes. À ce moment-là, il a 30 ans, un job en or, une trajectoire parfaite, tout ce qu'on appelle finalement parfois la réussite. Et il va décider de tout quitter. Does that mean I want to live my life so that in a few decades from now I'm not going to regret it? That's exactly right. I want to have lived my life in such a way that when I'm 80 years old, I've minimized the number of regrets that I have. Pas maximiser son confort, pas maximiser sa sécurité, minimiser ses regrets. L'idée est simple. Pour chaque grande décision, se projeter à 80 ans et se poser une seule question: qu'est-ce que je vais regretter le plus? On ne décide plus pour aujourd'hui, on décide pour avoir le moins de regrets possible à la fin de sa vie et on s'aperçoit qu'au final, on regrette plus souvent de ne jamais avoir osé quelque chose que de l'avoir tenté et de s'être trompé. C'est donc avec cette grille de lecture que Jeff Bezos analyse ce fameux sujet qu'on lui confie, Internet. Il plonge dans les données et là, il découvre un chiffre qui va bouleverser sa trajectoire. The wake-up call was finding this startling statistic that web usage in the spring of 1994 was growing at 2,300% a year. 2300% par an. C'est la croissance d'Internet. Ça signifie que l'utilisation d'Internet est multipliée par 24 en un an. À titre de comparaison, un secteur considéré en forte croissance progresse de 20, parfois 30% par an, ce qui est déjà exceptionnel. Internet, 2300%. On ne parle pas d'une tendance, on parle d'une explosion. Et quand Jeff Bezos voit ce chiffre, il ne voit pas juste une statistique, il voit une vague qui va tout emporter. La question est-ce qu'il faut juste la regarder passer ou est-ce qu'il peut la surfer? Il a alors une idée simple, mais complètement folle pour l'époque, créer une immense librairie en ligne, avec un choix tellement vaste qu'aucun magasin physique ne pourrait jamais rivaliser. Le problème, c'est le contexte. Un an plus tôt, il a épousé Mackenzie Scott. Lui, il a un excellent job à Wall Street, il a une vie stable, et à ce moment-là, soyons honnêtes, personne ne réalise encore la révolution qu'Internet va devenir. Son idée paraît farfelue, Jeff se retrouve alors face à un dilemme, continuer une vie sûre et confortable ou prendre le risque de tout quitter. And the framework I found, which made the decision incredibly easy, was what I called, which only a nerd would call, a regret minimization framework. So I wanted to project myself forward to age 80 and say, okay, now I'm looking back on my life. I want to have minimized the number of regrets I have. And I knew that when I was 80, I was not going to regret having tried this. I was not going to regret
having wanted, trying to participate in this thing called the internet that I thought was going to be a really big deal. I knew that if I failed, I wouldn't regret that. But I knew the one thing I might regret is not ever having tried. And I knew that that would haunt me every day. And so when I thought about it that way, it was an incredibly easy decision. Et en 1994, Bezos et son épouse quittent Wall Street pour fonder Amazon dans une modeste maison près de Seattle. Mackenzie est cofondatrice et sera à ses côtés pendant 25 ans. Cette décision, c'est l'étincelle. Mais une étincelle ne construit pas un empire. Encore faut-il transformer ce feu en brasier durable. Et là, Jeff va à nouveau faire quelque chose de totalement contre-intuitif. Il applique son principe numéro 2. We live in a very dynamic world, and everything changes. Technologies change. Your competitive set changes. So many things are changing every day. You can't build a strategy on those. You have to build a strategy around stability. So you have to find the things that are not going to change. And say 10 years from now, what's going to be the same? And most of those things are going to be customer needs. L'idée du principe numéro 2 est d'identifier ce qui restera constant, même dans un monde en mouvement, et de baser nos décisions sur ces éléments stables plutôt que sur les modes du moment. Quand tout le monde essaie de prédire les nouvelles tendances, Jeff fait exactement l'inverse. Il se concentre sur les invariables, sur ce qui ne changera jamais. Alors il se pose une question très simple. Qu'est-ce qui sera exactement pareil dans 10 ans? Et pour Amazon, la réponse est évidente. Dans 10 ans, les clients voudront toujours 3 choses. Du choix, des prix bas, une livraison rapide. Low prices, fast delivery. Nobody 10 years is going to say, I love Amazon. I just wish they delivered a little more slowly. That's impossible. À partir de là, la stratégie est claire. Le cœur du succès, c'est l'expérience client. Tout doit être rapide, fluide, fiable, sécurisé. Il faut garder en tête qu'on est à la fin des années 90, Internet débute à peine. Entrer son numéro de carte bancaire en ligne est un véritable acte de confiance. Aujourd'hui, cliquer pour payer, c'est banal. Mais à l'époque, il faut vraiment rassurer le client. Et ça, Jeff Bezos l'a compris avant tout le monde. Amazon investit alors dans ses systèmes, dans ses entrepôts, dans son service client, mais aussi dans sa visibilité. Publicité en ligne, partenariat, campagne média, et tout ça, ça marche très vite. La croissance explose. Et Jeff pousse encore plus loin, il développe une véritable obsession allant jusqu'à laisser une chaise vide lors de réunions pour symboliser le client et rappeler à l'équipe de ne jamais l'oublier. Culture of customer obsession. Obsessive focus on customer. Obsesses over our customers. Totally obsessing over the customer experience. Il ne veut pas seulement satisfaire son client, il veut anticiper ses besoins avant même que le client ne les formule. Pour assouvir cette obsession, il ne se contente pas de faire comme les autres, il regarde là où personne ne regarde et comprend une chose capitale avant tout le monde. Whoever owns, collects the data. If you have access to it and rights to data, then you are king. It's all about the data. Everything. That's the data that allows us to predict or try to predict what books and videos and music that you would like, that you haven't discovered yet. Amazon collecte un maximum de données grâce à son site web. C'est ce qui lui permet d'anticiper, d'innover et de surprendre le client. Mais l'innovation a un ennemi, la routine. Et pour Jeff Bezos, il n'y a qu'un antidote et c'est son principe numéro 3. It's really a very simple and I think age-old idea about renewal and rebirth, and like every day is day one. Every day you're deciding what you're going to do, and you are not trapped by what you were or who you were or any self-consistency. Self-consistency even can be a trap. And so day one thinking is kind of, we start fresh every day and we get to make new decisions every day about invention, about customers, about how we're going to operate, what our even as deeply as what our principles are. We can go back to that. It turns out we don't change those very often, but we change them occasionally. Le Day One
Thinking, la vision du jour 1. Ce principe numéro 3, c'est l'idée d'agir comme si c'était toujours le premier jour. Ne jamais se reposer sur ses acquis. Rester curieux, agile et garder un regard neuf sur chaque situation. Day One pour Jeff Bezos, c'est bien plus qu'un concept. C'est le moteur de créativité qui a fait d'Amazon ce qu'elle est aujourd'hui. À tel point que le premier immeuble emblématique du campus Amazon s'appelait le Day One Building. Et à l'intérieur, il y avait un panneau qui affichait « It's still Day One ». C'est toujours le jour 1. C'est l'état d'esprit d'une startup et Jeff Bezos a tout fait pour la conserver, même dans une entreprise aujourd'hui géantissime. Alors pourquoi ? Eh bien pour éviter un danger mortel, la stagnation. Parce que dans un monde qui change en permanence, s'arrêter, c'est reculer. Le Day One, ce n'est pas de l'enthousiasme naïf, c'est une stratégie pour rester en tête. Et pour ne pas l'oublier, il ajoute une phrase fétiche entre parenthèses lorsqu'il définit un projet. That idea, unless you know a better way, is so important because you never want to get trapped by dogma. You never want to get trapped by history. It doesn't mean you discard history or ignore it. There's so much value in what has worked in the past, but you can't be blindly following what you've done. And that's the heart of Day One. You're always starting fresh. Cette approche empêche la rigidité, elle oblige Amazon à remettre systématiquement en question ce qui existe déjà. C'est dans ce contexte que naissent des innovations majeures. Site web accessible 24 heures sur 24, recommandations basées sur l'historique d'achat, achat en un clic, avis clients, classement et suggestions croisées. Amazon n'invente pas seulement le commerce en ligne. Tout ce que vous voyez déjà sur multitude de sites internet, à la base, ça vient d'Amazon. Donc Amazon n'invente pas seulement le commerce en ligne, elle invente l'expérience client. Fundamentally, I'm an inventor. It's the thing I do the best. It's the thing that I enjoy the most. I'm a good brainstormer. I love problem solving, and it's to me that creation of new ideas is what drives the world forward. Le Day One Thinking s'applique aussi à la logistique. Jeff Bezos investit massivement dans des entrepôts ultra modernes avec des robots, avec des algorithmes qui anticipent les commandes en croisant l'historique des clients, les ventes passées, l'actualité et parfois même la météo. Il y a une robotisation croissante des entrepôts. Les produits sont stockés dans des étagères mouvantes. Elles sont déplacées par des robots qui soulèvent l'étagère et l'amènent jusqu'à un poste où quelqu'un prend le produit. Parfois en montant sur un escabeau, il y a une lumière qui éclaire la case dans laquelle il faut prendre le produit. Tout est pensé pour l'efficacité, la productivité, la rapidité. Mais cette course à la performance a un revers. Cadence élevée, pression constante, Jeff Bezos devient l'un des dirigeants les plus controversés du monde du travail. Et ça pose une question éthique, jusqu'où peut-on optimiser sans casser l'humain? On retrouve aussi cet esprit Day One dans le leadership et la culture d'entreprise. D'abord avec le concept du Two Pizza Team. Oh yeah, the Two Pizza Team. We try to create teams that are no larger than can be fed with two pizzas. We call that the Two Pizza Team rule. L'idée est claire, organiser le travail en petites équipes, pas plus grandes que ce que 2 pizzas peuvent nourrir. Concrètement, entre 5 et 8 personnes, pour accélérer la communication, l'agilité et la prise de décision. Deuxième pilier, une culture de la franchise radicale. But any high-performing organization, whether it's a sports team, a business, a political organization, an activist group, I don't care what it is, any high-performing organization has to have mechanisms and a culture that supports truth-telling. Et pour favoriser la franchise, Jeff Bezos a une astuce. In every meeting that I attend, I always speak last. And I know from experience that, if I speak first, even very strong-willed, highly intelligent, high judgment participants in that meeting will wonder, well, if Jeff thinks that, I came in this meeting thinking one thing, but maybe I'm not right. Chaque année, les lettres aux actionnaires de Jeff Bezos transmettent cette vision. Obsession du client, innovation constante et esprit Day One. Jeff Bezos en rédige une chaque année de 1997 à 2020. Ces lettres aux actionnaires ne sont pas de simples rapports financiers, elles sont un guide sur la communication, la vision et le leadership. Des experts comme Carmine Gallo, professeur à Harvard, les ont étudiés en détail. Aujourd'hui, start-up et direction du monde entier s'en inspirent
pour structurer leur stratégie. La première, en 1997, pose la culture Amazon. Chaque nouveau cadre doit la lire. Mais alors, si le jour 1 est tellement important, à votre avis, à quoi ressemble le deuxième jour dans la tête de Jeff Bezos? Day 2 is stasis, followed by irrelevance, followed by excruciating, painful decline, followed by death. And that is why it is always day 1. Voilà donc le troisième principe de Jeff Bezos. Rester curieux, inventif, comme si tout commençait aujourd'hui, au jour 1. Day 1, c'est l'impulsion, le moteur. Mais courir vite ne sert à rien si l'on ne sait pas où l'on va. Et pour transformer cette énergie en empire, Jeff Bezos s'appuie sur une boussole que la plupart ignorent, une boussole que tous les investisseurs d'exception ont utilisée également pour bâtir des fortunes durables. Et s'il ne devait rester qu'une seule explication à la domination insolente d'Amazon aujourd'hui, ce serait peut-être le principe numéro 4 qu'on va voir ensemble. Alors je profite de cette vidéo pour vous dire que je suis Mathieu Louvet, fondateur de S'Investir, conseiller en gestion de patrimoine, et sur cette chaîne, je décrypte ce que personne ne vous explique sur l'argent, l'investissement et l'épargne. Et S'Investir, c'est aussi le programme LBD qui vous permet de vous former, d'apprendre et d'accéder aux meilleures stratégies d'investissement en toute autonomie. Mais c'est aussi le cabinet S'Investir Conseil qui réinvente la banque privée pour déléguer l'optimisation et le pilotage de votre patrimoine à partir de 100 000 € avec une équipe experte dédiée. Si LBD ou S'Investir Conseil vous intéresse, vous trouverez tous les liens en description. Chaque jour, des milliers de personnes regardent nos vidéos et pourtant, seulement une personne sur 3 est abonnée. Alors pour nous soutenir et surtout ne rien rater pour votre argent, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. We need to start training ourselves to think longer term. Long-term thinking is a giant lever. You can literally solve problems if you think long-term that are impossible to solve if you think short-term. And we aren't really good at thinking long-term. Voilà, ça c'est le cœur de la vision de Jeff Bezos et ce n'est pas juste une citation inspirante, c'est une arme stratégique. Fin des années 90, Amazon grandit vite, très vite. Les clients affluent, les commandes explosent, la croissance est phénoménale, mais Amazon n'est pas rentable. Elle perd de l'argent. Non pas parce que la stratégie de Jeff Bezos échoue, mais parce qu'elle fonctionne. En fait, chaque dollar est réinjecté. Logistique, technologie, infrastructure. En 1997, lors de l'introduction en bourse, Jeff Bezos annonce la couleur. Amazon ne sera pas une machine à profit rapide. Elle sera une machine à dominer sur le long terme. And Wall Street isn't concerned that Amazon has never made a profit, not a dime. In fact, it lost $125 million last year. The company says it's investing for the future. Skeptics say it would have to sell every book being sold in the world today to justify its stock price. Pendant 10 ans, Jeff Bezos accepte de perdre de l'argent. C'est le deal de départ avec ses actionnaires. One of Jeff Bezos' greatest accomplishments has been his ability to get Wall Street to accept the fact that for 20-some years, Amazon wasn't going to be very profitable. And that's okay because they're building infrastructure that will create huge opportunities for them to gain scale and gain customers and gain business. Puis vient l'an 2000. La bulle Internet éclate. L'action Amazon chute de 90%. Pour beaucoup, c'est la fin d'Amazon. Les analystes s'inquiètent, les investisseurs paniquent. Des centaines de startups disparaissent comme eToys, Pets.com ou Webvan. Mais pas Amazon. Jeff Bezos ne regarde pas le prix de l'action. Il regarde les fondamentaux, le nombre de clients, le volume des commandes, la fidélité. Il sait que la valeur se construit et ça paye. En 2003, Amazon devient enfin rentable. La leçon est simple et universelle. Ceux qui investissent à court terme subissent les aléas. Ceux qui pensent long terme accumulent. Amazon n'a pas survécu à la bulle Internet par hasard. Elle a survécu parce que sa vision dépassait les cycles du marché. Mais alors, une question se pose. Si Amazon affiche des pertes, comment paie-t-elle ses employés? Et comment finance-t-elle sa croissance? En réalité, elle génère du cash. Les clients payent immédiatement. Les fournisseurs sont payés plus tard. Et ce décalage crée une trésorerie puissante. Jeff Bezos utilise ce cash pour investir massivement, recruter, construire, accélérer. Comptablement, le profit est faible, voire inexistant, mais structurellement, l'entreprise se renforce. D'ailleurs, pendant plus de 20 ans, il se versera le même salaire. Pas d'augmentation, pas de bonus. C'est sur la valeur future de ses actions qu'il mise. Et on le sait, ça a marché. Parce que pour Jeff Bezos,
Amazon n'est pas une simple librairie, c'est une autoroute commerciale. Les livres sont juste la première voiture à rouler dessus, mais il a une vision. Un jour, tout pourra s'acheter sur Amazon. Il ne joue pas du tout au même jeu que ses concurrents. La partie se joue sur un terrain qu'il ne soupçonne même pas. Sur l'échiquier, certains cherchent à capturer des pièces. Lui veut contrôler le centre. Et quand vous contrôlez le centre, vous imposez le rythme de la partie. Parce que la vraie richesse n'est pas le profit immédiat, mais la position dans le système. Et c'est ce qu'il a fait avec Amazon. Il construit un écosystème complet. Chaque service est une pièce stratégique sur l'échiquier. Et il va construire toute une architecture d'écosystème. Au fur et à mesure, Amazon ne vend plus, elle façonne le marché. Dans les années 2000, Jeff Bezos invente le concept de marketplace. Et ce qui semble contre-intuitif au départ est en fait un mouvement stratégique brillant. L'idée, ouvrir Amazon à ses concurrents. Résultat, grandes marques et petites entreprises se mettent à vendre sur Amazon en plus des produits propres du site. It's the easiest place for anybody, small or large, who wants to set up shop online, to sell online, because they can access our 12 million plus customers. Anybody, all comers. C'est win-win. Les entreprises vendent plus et Amazon prélève un pourcentage sur les ventes. Mais avec le temps, la puissance d'Amazon augmente et il devient un acteur incontournable. Les vendeurs se retrouvent alors face à un paradoxe. D'un côté, Amazon ouvre un marché immense, de l'autre, elle les rend dépendants. Si un jour, Amazon modifie ses commissions ou ses règles, les vendeurs doivent s'adapter sous peine de voir la visibilité de leurs produits chuter. Et ça crée de fortes tensions, notamment avec les librairies. Mais face aux critiques, Jeff Bezos fait un choix stratégique. Le client passe avant tout. Les concurrents râlent, les vendeurs s'inquiètent. Peu importe. Il garde le cap et reste fidèle à sa vision long terme parce qu'il a les yeux rivés sur le centre de l'échiquier et chaque coup renforce sa position. C'est d'ailleurs ce focus stratégique qui va donner naissance à un coup de maître. En 2005, il lance Amazon Prime, la livraison rapide et illimitée sur tous les achats contre un abonnement annuel. Et là, Bezos joue encore sa carte long terme. Le pari est risqué parce qu'au début ça coûte cher, mais pour le client, c'est un avantage énorme. Imaginez, une livraison express, gratuite, sur toutes vos commandes, pas de frais, rapidité max, simplicité. Le choix s'impose. Et Prime devient l'outil ultime pour fidéliser les clients. Selon cette étude d'un cabinet spécialisé, les Américains qui sont abonnés à Prime dépensent en moyenne 1 400 $ par an sur le site, contre 600 $ pour les clients lambda, soit plus du double. Mais Jeff Bezos ne s'arrête pas là. Il intègre le divertissement à son écosystème. En 2010, Amazon lance Amazon Studio pour développer Prime Video, pour diffuser ses contenus aux abonnés. Prime devient un univers complet. Et en 2021, le rachat de la Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, le studio derrière James Bond, entre autres, lui donne accès à un catalogue historique, ce qui renforce l'attractivité de Prime Video et la fidélité de ses abonnés. Amazon ne vend plus seulement des produits, elle crée des expériences. Jeff Bezos n'est pas en train de construire une entreprise, il bâtit un empire. Et il pense tout, absolument tout, sur le long terme. Le symbole ultime de cette vision, l'horloge des 10 000 ans. The idea is to build a clock as a symbol for long-term thinking. Pour illustrer cette vision, il finance un projet fou, une horloge monumentale conçue pour durer 10 000 ans. Imaginez, elle sonne une fois tous les 100 ans, avec un coucou qui sort tous les 1000 ans. Chaque engrenage, chaque détail a été pensé en termes de longévité. Et il n'attend aucun retour sur investissement sur cette horloge. Pas d'argent à gagner, juste une idée. Forcer l'humanité à réfléchir sur son rapport au temps et à l'avenir. C'est bien plus qu'un objet, c'est un manifeste qui nous rappelle que penser loin peut changer le monde. Une façon de dire, si vous voulez construire quelque chose qui dure, il faut penser loin et agir aujourd'hui pour demain. Et c'est cet état d'esprit qui a permis à une petite librairie de devenir un empire. It's in a remote location, both to protect it, but also so that visitors have to kind of make a pilgrimage. The idea is that over time, and this will take hundreds of years, but over time, it will take on the patina of age. And then it will become a symbol for long-term thinking that will actually, hopefully, get humans to extend their thinking horizons. Cette vision est extrêmement puissante et elle devient carrément redoutable si on la combine à un autre élément. You know, the biggest things that we've done at Amazon, and it's going to be true in space for Blue Origin as well, it's true in AI, a lot of them come from instinct and hunches. Nobody, if you take Echo and Alexa, which has been a fantastically successful product for us, it's installed in hundreds of millions of endpoints.
nobody was asking for a black cylinder that's always on, that you can talk to, and apps for music, and to turn your lights on and off and set timers. And we didn't know if people would want that. You just have to kind of use your intuition. AWS, again, nobody was asking for that. We had to use our intuition. Attention, pour Jeff Bezos, l'intuition n'est pas l'opposé de la raison. Ce n'est pas agir au hasard. Ce n'est pas non plus ignorer les données. C'est la capacité de repérer un schéma, une opportunité, avant même que les chiffres puissent le prouver. On cite souvent Alexa, des centaines de millions d'appareils installés, un succès monumental qui a fait entrer Amazon directement dans nos salons. Alors oui, l'assistant à la maison Alexa est impressionnant, mais si vous voulez voir le vrai coup de génie, ce n'est pas là qu'il faut regarder. Non, le véritable choc, celui qui a laissé Wall Street sans voix parce qu'il ne ressemblait à rien de connu, c'est Amazon Web Services, AWS. À l'origine, ce n'est qu'un outil interne chez Amazon créé en 2006, une infrastructure conçue pour gérer les serveurs et les données d'Amazon. Puis Jeff a une intuition. Et si on proposait cette infrastructure aux autres entreprises? À l'époque, personne ne demande ça. Le cloud public n'est pas encore une révolution évidente. Amazon est perçu comme un géant du e-commerce, AWS passe presque inaperçu. Pourtant, il va révolutionner l'informatique mondiale. Grâce au cloud Amazon, les startups n'ont pas besoin de construire leur propre data center, les grandes entreprises réduisent leurs coûts. Imaginez un réseau routier digital, mondial, construit par Amazon. Les startups et les grandes entreprises n'ont plus besoin de creuser leur route. Elles peuvent simplement emprunter cette autoroute en payant un petit péage. En 2013, AWS développe une plateforme cloud pour la CIA, un signal fort pour une crédibilité maximum. Et c'est le jackpot. Aujourd'hui, AWS alimente Netflix, Airbnb, la NASA, Goldman Sachs, Epic Games, et la liste est très très longue. AWS n'est pas un simple produit, c'est une infrastructure invisible qui fait tourner une grande partie du monde digital. Une activité récurrente, résiliente et indépendante de la consommation. Une véritable machine à cash, la machine à cash d'Amazon. L'autoroute était prête, il ne restait plus qu'à faire rouler les autres dessus. Et avec le e-commerce, le nombre de clients potentiels explose. En 2023, AWS représente 16% du chiffre d'affaires d'Amazon, mais près de 2/3 des bénéfices. Autrement dit, AWS finance les autres activités moins rentables comme Prime et permet à Bezos de se concentrer sur la croissance long terme et la fidélisation des clients. Et tout ça devient possible parce que Jeff Bezos va bénéficier d'un miracle commercial de son propre aveu. Un miracle qui lui donne une avance quasi impossible à rattraper. Then a business miracle happened. This never happens. This is like the greatest piece of business luck in the history of business so far as I know. We faced no like-minded competition for 7 years. Imaginez aucun concurrent sérieux pendant 7 ans. Un miracle. Mais ce miracle n'est pas tombé du ciel. D'autres entreprises avaient l'argent, d'autres entreprises avaient les compétences, mais personne n'a pris ce risque. Bezos a osé agir avant que le marché ne valide l'idée. Son instinct n'a pas battu l'analyse. Il a vu plus loin qu'elle et, quand les concurrents ont compris, l'autoroute était déjà construite. D'où l'intérêt de se former et d'éduquer son instinct. Mais pour que les planètes s'alignent, il faut accepter une chose, le succès n'est jamais garanti. Et ça fait partie du jeu. C'est l'essence même du principe numéro 6 de Bezos. L'échec, en France, on n'aime pas trop ça. Pourtant, c'est un puissant levier. Et ça, Jeff Bezos le sait depuis le début, lorsqu'il a cherché à lever le premier million de dollars pour Amazon. I had to take 60 meetings. So whatever, roughly 40 of them said no and a little 22 or so said yes. It was the hardest thing I've ever done. Basically, this was 1995-ish, 1995. And the first question was, what's the internet? Everybody wanted to know what the internet was. And by the way, the 40 no's were hard-earned no's. Like, they weren't just no. They were me, multiple meetings, working really hard, trying to get people to write that $50,000 check. And the whole enterprise could have been extinguished then. 40 refus, des mois d'efforts. Et pourtant, Amazon survit. Parce que Jeff Bezos a une conviction. Un non n'est pas une fin. Pour lui, l'échec n'est pas un mur, c'est un tremplin. I've made billions of dollars of failures at Amazon.com. Literally, billions of dollars of failures. Et il ne parle pas d'un accident, il parle de choix assumés. Dans la galerie pourtant des flops d'Amazon,
On peut en citer Fire Phone en 2014, un smartphone censé concurrencer l'iPhone, trop cher, peu d'applications, échec total. Amazon Restaurant, concurrent d'Uber Eats, lancement puis abandon. Amazon Auction, tentative de concurrencer eBay, Bezos reconnaît que le marché est déjà pris. Amazon Games, avec notamment Crucible, jeu vidéo lancé puis retiré quelques mois plus tard. Amazon Destinations, donc service de réservation censé concurrencer Booking, Airbnb, fermé moins d'1 an après. Et la liste est encore longue, très longue. Mais le leader d'Amazon ne cache pas ses échecs. Au contraire, dans sa lettre aux actionnaires de 2015, il écrit « L'échec et l'invention sont des jumeaux inséparables ». We're all human, we had a good idea, we thought it was a good idea, and nobody came to the party. That happens. And here's the great thing though. One success, one winner, can pay for dozens and dozens of failures. Voilà la clé. Un seul gagnant majeur peut justifier des dizaines de tentatives ratées. Ce que Jeff Bezos dit, c'est accepter l'échec comme le prix à payer pour l'innovation. Échouer ne doit pas faire peur, surtout quand la plupart des décisions peuvent être corrigées. Et c'est exactement ce que nous apprend le principe numéro 7. How foolish would it be to get new data, to have new analysis, to see something in a fresh way, to have that beginner's mind, have a better idea, and not change your mind? I've noticed that people who are right a lot change their mind a lot. Changer d'avis n'est pas une faiblesse, c'est même souvent un signe d'intelligence. Parce que la plupart de nos décisions sont réversibles. Jeff Bezos distingue d'ailleurs 2 types de décisions. Les décisions de type 1, donc porte à sens unique, elles sont lourdes et quasi irréversibles. Par exemple, vendre sa société ou changer de vie. Elles demandent du temps et beaucoup de données. On a aussi les décisions de type 2, les portes à double sens. Elles sont réversibles. On teste, on ajuste, on ressort si ça ne marche pas. Elles demandent de la vitesse et moins de données. Mais le problème, c'est que la plupart des gens traitent tout comme des portes à sens unique, hésitent, suranalysent et ratent des opportunités. C'est ce qui a permis à Jeff Bezos de s'adapter. Quand Amazon est critiqué sur les conditions de travail, il ne nie pas tout en bloc. Il reconnaît publiquement qu'il peut et qu'il faut faire mieux. Peu à peu, la communication évolue, les salaires augmentent, les formations s'adaptent. Ça ne résout pas tout, absolument pas, mais la posture change par rapport au principe de rentabilité à tout prix. Bezos le dit lui-même, la critique est un cadeau, on n'a pas besoin de réagir à tout, mais il faut écouter attentivement ce qu'elle contient de vrai. La leçon est là, savoir décider vite quand c'est réversible, savoir ralentir quand ça ne l'est pas, et surtout, avoir le courage de changer d'avis quand les faits changent. Et cette capacité à pouvoir changer de cap, on la retrouve aussi dans sa trajectoire personnelle. En 2021, il quitte son poste de CEO d'Amazon, pas pour disparaître, mais pour se consacrer à un projet qu'il porte depuis l'enfance, l'espace. You know, for me, I have been interested in rockets, space travel, propulsion since I was a 5-year-old boy. And I have spent a tremendous amount of time thinking about it. So it's not like I really have a choice to follow this passion. It has captured me. But I think it's very important that we go out into space as a civilization. Blue Origin, il l'a fondé au début des années 2000, il l'avait mise en arrière-plan pour construire Amazon, et un jour, il revient à ce rêve. La même année, il monte à bord de sa propre fusée et réalise son rêve d'enfant. C'est Jeff Bezos lui-même qui va tester le premier son nouveau programme de voyage touristique. Le 20 juillet 2021, il prend le risque d'embarquer dans sa fusée pour la frontière de l'espace. Un bon moyen d'en faire la promotion. Et voilà, l'homme le plus riche du monde va partir pour l'espace. Je dois dire que j'ai retenu mon souffle, parce que je me disais qu'il y avait peut-être une chance sur 2 qu'il explose. L'entrepreneur est en train de réaliser son rêve d'enfant. Un symbole fort. Jeff Bezos change de rôle sans renier sa vision long terme. Il faut croire que certains rêves attendent tout simplement le bon horizon de temps. Finalement, dans la tête de Jeff Bezos, ce n'est pas une obsession du profit, c'est une obsession du temps. Évidemment, tout n'est pas parfait chez lui, le personnage est controversé et certaines décisions sont évidemment discutables. Mais comprendre les mécanismes derrière une réussite spectaculaire reste toujours instructif. Merci d'avoir plongé avec moi dans son esprit et qui sait, même sans être Jeff Bezos, appliquer ces principes à vos projets pourrait peut-être changer votre trajectoire. Dites-moi en commentaire dans la tête de qui vous aimeriez qu'on rentre ensemble pour la prochaine vidéo. En tout cas, si vous voulez apprendre à investir avec méthode, reprendre le contrôle de votre argent, préparer votre retraite de façon rationnelle, avec une vision
long terme évidemment, j'ai créé une formation avec S'investir. Elle est gratuite et disponible via le premier lien en description. Cliquez dessus si vous voulez apprendre et vous former sur l'investissement. C'était Mathieu Louvet, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous allez adorer l'histoire de Jack Bogle, le fondateur de Vanguard et le père des ETF, celui qui a défié Wall Street et révolutionné l'investissement pour les particuliers en bourse. Cliquez ici pour la regarder maintenant.